Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bonsoir. Soyez les bienvenus à la première conférence de l'école des parents du lycée. Aujourd'hui, nous allons parler des écrans et de leurs effets nocifs sur le développement de nos enfants. Nous avons avec nous Francisco Villar, psychologue pour enfants de l'hôpital San Juan de Déu, qui possède une grande expérience dans ce domaine. Il a écrit plusieurs livres également sur ce sujet. Avant de lui passer la parole, je vous laisse avec la professeure adjointe, Madame Anne-Sophie Dalligue, qui vous adressera quelques mots. Merci. Merci. Bienvenue, merci d'être là. Nous ouvrons cette soirée ensemble, l'école des parents, l'APE, puis j'ai à mes côtés le médecin scolaire qui va traduire ce que je vais dire, ce que je dis en français, parce que c'est un poquito difícil en espagnol para mí. Je vous remercie vraiment pour cette soirée parce que la problématique des écrans est une problématique que nous rencontrons au quotidien dans la gestion de la vie des élèves et dans la vie, dans leur bien-être, pour leurs apprentissages. Donc pour nous, c'est important de pouvoir partager ce moment-là ensemble. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Madame Dalligue les agradece el que hayan asistido a esta presentación del doctor Villar. Y sobre todo porque el tema de las pantallas es un tema que es una problemática a la que nos enfrentamos cada día en la escuela, tanto en la vida de los niños privada como las interferencias que ocurren a nivel escolar. Y bueno, y como responsables del bienestar del alumno, yo como médico escolar y Madame Dalligue, que está muy sensibilizada al respecto, y como escuela, pues agradecemos que se haya organizado y que estén. Por eso, muchas gracias. Hola, hola. Bonsoir, merci pour votre présentation, merci de m'avoir invité, merci d'avoir fait l'effort d'être ici ce soir. Vous savez que vous ne venez pas passer un bel après-midi, mais malgré tout, vous êtes venu. Donc, je vais vous donner l'autre version. Il y a une version que vous connaissez tous. Les écrans sont le futur, le présent, ce qu'il y a de mieux au monde. Cela améliore notre vie. Nos enfants seront beaucoup plus intelligents. Nous en avons beaucoup entendu parler. En 2010, quand on a commencé à se demander ce qu'étaient les écrans, nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de potentiel et on a dit on va le prendre avec précaution, mais on va aussi recommander le bon usage parce que quelque chose d'aussi puissant a peut-être des difficultés. Et aujourd'hui, vous allez écouter l'autre version. Deux messages très rapides. Trois messages. Le premier, vos enfants vont bien se porter. Ils vont bien se porter parce que nos enfants vont bien se porter dans 90% des cas et plus. Donc il s'agit essentiellement de ne pas les faire sortir du mauvais chemin. Donc vous êtes tranquille maintenant, vous êtes rassurés parce que tout va bien se passer. Je pense que la plupart des personnes qui ont peur, c'est justement parce qu'on a fait que nous ayons peur. Et ça, c'est la deuxième voie qui est liée au courage, parce que j'ai assisté à une conférence et il y a un papa qui m'a dit « Mais je pense qu'on doit éduquer à l'exemple. » Et il donne toujours l'exemple de « Oh, moi je prends une bière, lui va prendre une bière. » Et il me dit « Je pense qu'il faut donner l'exemple de comment faire face à la vie. » Il me dit, c'est-à-dire ce qu'ils vont voir dans le futur. Nous, aujourd'hui, nous avons un défi, c'est le défi que nous avons à relever. Je consomme des écrans et eux doivent vraiment relever ces défis aussi avec courage. Parce qu'il s'agit de cela, en fait, de surmonter des défis. Et la troisième, pour ne plus vous ennuyer et rentrer dans le vif du sujet, ma présentation est en 3 blocs. Tout d'abord, comprendre pourquoi nous sommes où nous en sommes. C'est un petit peu paranoïaque, mais je vous promets, je vais bien.
Et ça ne me plaît pas non plus parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai lues, ce que je vois dans ma pratique. D'accord? Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est lié à nos enfants. C'est ma spécialité, c'est ce que je vois tous les jours. Et il s'agit en fait, comment le dire? La perte d'opportunité, disons, c'est-à-dire les aspects qui ne sont pas vraiment les aspects nocifs, mais le coût des opportunités. Parce que nos enfants ont une vie déterminée, limitée, et s'ils font quelque chose, ils ne font pas autre chose. Et ensuite, nous aurons la partie la plus laide, et c'est pour cela que nous avons recommandé qu'il n'y ait pas d'enfants dans le public. Ce sont les effets, les conséquences négatives. Vous le savez, il y a des profs dans la salle? Oui? Eh bien, donner des devoirs aux profs, c'est bien, non? Pour une fois. Ah, je suis là à cause de ce monsieur qui s'appelle Michel Desmugers. Vous savez comment ça se prononce? C'est pour lui que je suis là, à cause de lui. Parce que j'ai lu L'usine de crétins digitaux avant la pandémie. Il était tellement fâché dans ce livre. J'ai vu 45 bibliographies scientifiques. Ce monsieur, c'est une référence. Et on le ressent tellement en colère quand il écrit qu'il vous fait penser, eh bien moi je vois la même chose, mais je ne dis rien, en fait. Et lui, il disait, je parle avec les cliniciens et il me confirme tout ce que je vois dans ma recherche. Et il a raison dans tout cela. Et donc, c'est ce qui m'a amené ici, avec lui, qui est un scientifique français. Et j'ai connu aussi Spitzen, qui est son homologue allemand, 2013. Déjà en 2013. Et il nous dit démence digitale. Avec le français et l'allemand, nous passons ensuite à Jonathan Haidt. Vous le connaissez? Il vient de publier La génération anxieuse et c'est un psychologue social qui nous parle de la cause. C'est plus il y a des risques et des bénéfices. Non, il y a une corrélation et il nous parle des effets négatif, suffisamment négatif pour parler d'anxiété. Vous aurez la présentation, ensuite ne vous en faites pas, vous aurez accès à la présentation pour avoir toutes les références, pour savoir de quoi nous parlons. Neurosciences, psychologie sociale, psychologie clinique, Gerrit Tekel pour la défense de la conversation de 2015, qui nous parle d'une perte d'empathie chez les jeunes. C'est très, très intéressant. La pédagogie également, Catherine Bouillet, l'écuyer, éduquer à la réalité. Et elle a osé anticiper ce qui allait arriver. Ensuite, l'approche de la philosophie, très intéressant également. Très, très intéressant. Des rapports internationaux aussi. Je vous recommande ceci concrètement. Il y en a d'autres qui sont très intéressants. Vous aurez l'information de ces rapports dans la présentation. Mais quel que soit le rapport, les conclusions, ne les lisez pas. Regardez seulement les résultats et c'est tout. Le premier, eh bien, directement, vous donne des conclusions et des recommandations. Parce qu'il vous dit, il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Et donc, gardez les données en tête. Le journalisme également, parce que évidemment le reste, ce sont des références bibliographiques un peu lourdes, mais ensuite il y a des références journalistiques, la civilisation de la mémoire de Poisson, qui est un livre français également, les réseaux du chaos. C'est de la paranoïa, vraiment. Nous voyons comment tout cela touche la démocratie, etc. Enfin bref, c'est quelque chose de fou, en fait. On nous montre comment même la démocratie est touchée par tout cela, donc je ne vous le recommande pas trop quand même. Et celui-ci, par contre, il est de l'Université autonome de Barcelone, avec deux chercheurs qui disent tout ce que l'on dit sur les enfants, nous le voyons nous aussi à l'université, dans les cours. Et les données sont vraiment
impressionnante. D'accord? « 2016, et je finis rapidement. Vous avez déjà entendu parler du principe de précaution par rapport aux écrans? Non. Vous avez entendu parler de l'éducation au bon usage? Oui. Eh bien, éduquer au bon usage, l'usage responsable, c'est 2010. En 2016, l'Association américaine de pédiatrie dit, ça y est, là, il faut faire quelque chose. Nous voyons des difficultés très graves pour faire une intervention chez des enfants sains, parce que n'oublions pas que les enfants étaient sains, donc vous avez des enfants sains, mais il y a quelque chose qui se passe tout d'un coup, et cette association a dit c'est pas possible, donc comme dans toute autre chose, si l'on n'a pas démontré que cela a des bénéfices, il faut se protéger, c'est le principe de précaution. Et cela date déjà il y a un certain temps, 7 ou 8 ans. Mais si vous avez des doutes qu'une chose peut être mauvaise, même si cela n'est pas prouvé, principe de précaution, d'accord? Et cela était appliqué aux animaux et à l'environnement, mais dans ce cas aussi. Alors, quelle est la matière première des technologies? Le temps. Plus une personne est devant un écran, mieux c'est pour eux. Et c'est ce qu'ils vendent à leurs clients. Et leurs clients, c'est celui qui paie pour accéder à beaucoup de personnes, pour les avoir à sa disposition. Eux, ils vendent notre temps. Et plus de temps de l'être humain ils ont, plus ils gagnent d'argent. Et TikTok et Instagram bataillent en ce moment pour le temps des usagers. Et donc, c'est une question de temps. Pour dans le cas des adultes, ça y est, c'est complètement dédié à l'écran. Donc, nous faisons nous avons notre téléphone portable et nous avons notre écran, nous avons une réunion écran, nous allons travailler écran, nous regardons un film écran. Donc, les adultes, ça y est, c'est fichu. Et pour eux, la part de marché ne peut augmenter qu'avec les enfants et les jeunes. Donc, il y a un produit pour lequel l'Union européenne, en 2010, dit ça c'est très puissant. En 2012, Facebook achète Instagram ensuite, les algorithmes, et l'Union européenne dit ne donnez pas ça à vos enfants avant l'âge de 16 ans. D'accord? Donc un message de l'Union européenne. Que se passait-il il y a 10 ans, en 2013, avec ce message de l'Union européenne? Eh bien que la moitié de la population ne faisait pas cas des recommandations. Donc la moitié de la population, même si l'Union européenne disait ne donnez pas un dispositif mobile à vos enfants avant 16 ans, eh bien, elle le leur achetait pareil. Donc finalement, nous avons dit c'est un monde nouveau, nous ne le connaissons pas, avec les ans, nous aurons davantage de conscience, il y aura de moins en moins d'enfants de moins de 16 ans qui auront un téléphone portable, non? C'est un petit peu la ligne que l'on pourrait attendre. Et l'Institut national de statistique montre ce qui se passe avec les enfants de moins de 16 ans. D'accord? Et que s'est-il passé en 10 ans? Eh bien, les enfants ont de moins en moins de portables qu'avant. 70% ont un téléphone portable. Pourquoi? Parce que les enfants de 10 ans font baisser un petit peu la moyenne, parce que seulement un enfant sur 4 de 10 ans a un téléphone portable. C'est-à-dire en 10 ans, malgré les recommandations de l'Europe, les sociétés technologiques qui veulent le temps de nos enfants, parce que ce sont des esprits privilégiés, malgré ce que nous voulons ou ce que nous conseillons, eux, ils arrivent à nous convaincre que c'est comme ça, un point c'est tout. Combien d'heures à Barcelone les enfants passent devant un écran? 8 heures en dehors de l'école et le week-end de 11 à 14 heures. D'accord?
Donc, vous achetez un téléphone à votre enfant pour qu'il fasse une utilisation responsable de 20 minutes. Et les algorithmes, les ingénieurs, les concepteurs, les psychologues aussi qui les conseillent, qui sont les plus intelligents, eh bien, ils arrivent que ce petit appareil que vous donnez à votre enfant seulement pour que tu m'appelles, seulement en cas d'urgence, ça devient ça ensuite. Vous vous souvenez de la fracture numérique, oh, les pauvres qui n'ont pas accès à Internet, etc. Eh bien, différence de genre aussi, parce qu'on disait à l'échelle mondiale, les petites filles ont moins l'accès aux écrans que les petits garçons. Différence de genre, eh bien, il n'y en a pas en chiffres totaux. Ce que nous voyons, par contre, ce sont des différences socio-économiques. Ça, oui. Plus le niveau socio-économique des familles est élevé, oui, moins d'heures d'exposition, effectivement. Donc, ne nous inquiétons pas pour les pauvres, parce que les pauvres passent plus de temps devant les écrans. Qui commande, qui dirige le monde? Où vivent-ils? Silicon Valley? Oui. Combien d'heures passent leurs enfants devant les écrans? Vous le savez tous. Il y avait quelqu'un qui ne le savait pas? Vous savez tous qu'ils ne donnent pas d'écran à leurs enfants? Vraiment? Et voilà, vous le savez, vous le savez. Oui, oui. Mais ne vous en faites pas, parce que le monde est juste et nous nous vengerons. Parce que si je donne à mes enfants 8 heures devant l'écran dehors de l'école, ce sera un natif digital, une sorte de programmeur. Et finalement, leurs enfants, à eux, par contre, travailleront chez McDo. D'accord, donc voilà, ça sera comme ça, non? Nous le savons, parce que c'est ce qu'ils nous disent. Non, mais attends, ton enfant, sinon il ne saura pas, il sera en dehors du marché, du travail, des métiers du futur. Non? Oui, mais eux, les leurs, alors? Ça veut dire qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Ils savent tout, ils savent à quoi passent ces heures, nos enfants. Parce que vous leur donnez le dispositif pour qu'ils soient programmeurs. Et finalement, ils le passent sur YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram et Facebook. Voilà. Il y a quelqu'un qui est pire que l'Institut de statistique. Ce sont les études qui disent. Et que se passe-t-il avec les enfants de moins de 8 ans? Ça serait de la folie, non? Qu'un enfant de moins de 8 ans est un dispositif. Eh bien, regardez, de 2 à 4 ans, il y a quelques années déjà, donc les données actuelles sont pires, sûrement. Presque la moitié de la population de 2 à 4 ans avait son propre dispositif. Évidemment, à cet âge-là, c'est une tablette, ce n'est pas un portable, mais un dispositif qui leur appartient de 2 à 4 ans, la tablette de l'enfant. Regardez, au niveau socio-économique, plus le niveau socio-économique est bas, plus il y a d'exposition. C'est-à-dire les pauvres enfants des riches n'ont pas d'opportunité digitale. Et les enfants donc de parents qui ont un haut niveau socio-culturel ont moins d'opportunités. Et ensuite, nous avons les tranches noires, latinos, blancs. Et en plus, nous voyons qu'à plus faible niveau culturel, plus il y a de considération à l'égard des bénéfices des technologies et des écrans. Donc certaines personnes mal intentionnées nous disent que ça, c'est à cause de l'argent. Et que tout est fait pour l'argent. 11 milliards de dollars directement en publicité adressée à des enfants de moins de 17 ans. Donc c'est la faute de l'argent. Tout est fait pour l'argent. Vous croyez que c'est comme ça, vraiment? C'est une explication, oui, mais il y en a d'autres, non? Parce que tous ceux qui travaillent dans les grandes sociétés technologiques arrivent à ne plus travailler. Parce que moi, vous me donnez ce chiffre avec 2-3 zéros en moins et j'arrête de travailler. Et même 5 générations après moi. Donc ce n'est pas une question d'argent.
c'est parce qu'ils adorent ce qu'ils font. C'est le pouvoir vraiment. Leur pouvoir est énorme. Mais Harvard a voulu nous dire que c'était l'argent. Mais Harvard, ils étudient le bonheur, mais ce sont 11 milliards. Mais de ces 11 milliards, c'est aussi la faute de nos mineurs, de nos enfants de moins de 17 ans. Ces études de Harvard, nous ne les reverrons pas parce qu'ils vont réétudier le bonheur. D'accord? Ça vous rappelle une industrie, peut-être? Le tabac? Vous vous souvenez? Le scientifique qui disait le tabac, c'est peut-être pas bon. Et il a été licencié, il n'a plus jamais travaillé dans une université. Donc, pas de problème. On nous a dit que il y a le papier, les arbres, les pauvres. Le papier, c'est pas écologique. Vous achetez un livre, vous le lisez, ensuite ça prend de la place chez vous, c'est pas écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est écologique ou pas? C'est dans le cloud, c'est dans le nuage. Oh. Et c'est quoi le nuage? Ah, ben, tu sais, les nuages, c'est joli, ça sent bon, c'est transparent. C'est ça le nuage. Et la dépense est énorme, à tel point que c'est le défi actuel, pas le défi de 2030, non. C'est qu'on nous dit déjà que cette année, leur grand challenge, c'est qu'ils dépensent énormément d'eau pour l'électricité. S'ils allument leur machine vraiment entier, tout le réseau électrique des États-Unis chute, la première puissance mondiale, d'accord? Donc c'est énorme, énorme. Évidemment, au niveau des émissions, c'est énorme. Les GAFAM, 5 entreprises, sont dans un classement de pays au niveau de la consommation. Ils dépensent plus que l'Espagne, par exemple, en termes de consommation d'énergie. Et ils mentent. Et ils mentent. Le Guardian nous dit les émissions qu'ils font sont 7 fois plus que ce qu'ils nous disent. Donc nous avons un problème écologique. Vous savez ce que nous faisons en Catalogne? De 11 à 16 ans, 350 000 élèves auxquels le ministère catalan de l'Éducation donne un Chrome, les parents donnent un téléphone, et donc les enfants de 12 à 17 ans se représentent 1 million de dispositifs avec des batteries. Et en plus, ils font des recherches sur Google, et ensuite ils arrivent à la maison. Ah, tu sais, ça je l'ai trouvé, ça je ne l'ai pas trouvé. Et nous sommes là et nous disons à nos enfants de prendre soin de la planète. Voilà. Évidemment, tout le drame écologique est associé à un drame humanitaire. Ça, c'est un livre publié ici. Et ça, c'est le titre du Periódico de Catalunya de l'année dernière. D'accord? Le Congo saigne pour que nos enfants apprennent. Voilà. Vous avez vu ce film? On se fait arrêter pour ce que l'on est sur le point de faire. Ils ne sont pas arrivés si loin, mais ça ne les intéresse pas non plus. Mais vous savez pourquoi ils veulent nous connaître autant? Pour faire des prédictions aussi, pas simplement pour savoir ce que nous voulons acheter maintenant. Ils savent comment vous êtes, les personnes qui vous sont proches, ils peuvent faire des prédictions. Donc, ils font des prédictions pour savoir si vous donneront votre crédit immobilier ou pas. D'accord? Il y a une anecdote. Il disait qu'il y a un couple de Silicon Valley qui va demander un crédit et il y a une notation, évidemment, si vous avez payé vos dettes et vos crédits. Et quand ils sont allés demander le crédit, ils ont dit « Nous l'accordons à votre mari, mais pas à vous, madame. » Parce que vous avez 50 ans, vous êtes marié avec quelqu'un d'une grande société technologique, mais votre mari va vous quitter pour une fille de 20 ans, et donc vous allez rester sans rien. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement nous
mais nos proches aussi. Donc, peu importe, nous avons Skynet, on dirait Terminator, d'accord? Cambridge Analytica, vous les connaissez, je ne vais pas m'arrêter sur cela, mais bon, ce qui se passe, c'est ce qu'ils nous ont dit cette semaine. Ce qu'ils font avec les adultes, ils le font aussi avec les enfants, nos enfants, exactement la même chose. Et ça, l'UNESCO nous le dit aussi, d'accord? Et Amnesty International aussi. Ils sont très fâchés parce qu'ils nous disent, vous nous parlez de technologie éducative, d'accord, au cours du Covid, et finalement, c'est le ministère de l'Éducation qui fait les logiciels, les programmes, et ensuite il conserve les données. Hein, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Non? Ça s'appelle Google par hasard? Comme ce sont des programmes de technologie éducative, on ne peut pas les appeler programmes de technologie éducative parce qu'en réalité, ce sont des entreprises qui le font à but lucratif, évidemment. Et donc, on les appelle programmes de technologie éducative. Et ça, c'est un rapport de la Generalitat. Et dans l'analyse de ces produits, ils enregistrent les données des performances éducatives de nos enfants. Et ensuite, pour décider à qui je donne une bourse ou pas, apparemment, c'est très utile parce que ça permet de faire des projections. Voilà, la paranoïa est finie. Oui, tout cela pourrait être un mensonge. Et nous rentrons maintenant dans la partie qui nous intéresse, nos enfants. L'être humain a un défi, c'est que nous avons la tête très grande et les hanches étroites. Et l'enfant doit sortir du corps. Donc c'est pour ça que la tête est plus étroite. Et à partir de là, il y a un logiciel d'acquisition d'habileté qui est incorporé chez l'enfant. Parce que quand nos enfants naissent, qu'est-ce qu'ils savent? Rien. Eh bien rien. Voilà. Une tortue marine naît, notre enfant naît, et la tortue regarde notre enfant et elle dit « tu vaux rien ». Elle a besoin de rien. Elle nage et elle est autonome. Et le nôtre, par contre, il tarde 30 ans au moins à le devenir. Mais ce que nous faisons, nous, avec cela, c'est incroyable. Nous avons créé Internet. Attention, imaginez le potentiel. Vous savez ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il se lève, fait la pince, etc. Vous avez vu ce processus, non? Vous savez comment on obtient ce processus, comment il se réalise? Personne ne le sait? Eh bien, moi non plus. Voilà. Mais c'est un processus qui a lieu et nous ne savons pas encore pourquoi. Parce que c'est incroyable. Les choses qu'acquiert un enfant, ce que nous savons, c'est qu'il a besoin de nous, parce que la nature leur a donné des parents, parce que les tortues n'ont pas à connaître leurs parents, mais une créature aussi vulnérable, eh bien, quelqu'un doit s'en charger, nous. Quelle est notre mission en tant que parents? Que devons-nous faire? Personne ne dit rien? Ne pas l'interrompre. Ne pas l'interrompre. Vous lui donnez un espace de sécurité, que l'enfant soit sûr, et à partir de là, la nature se charge de ce dont a besoin l'enfant. L'enfant a besoin de mouvement parce qu'il doit interagir avec le monde. Et s'il reste calme trop longtemps, la nature commence à le pousser vers de l'avant. Non, il commence le mouvement. Et quand il fait des mouvements spontanés, il ressent un plaisir énorme. Et chaque nouvelle acquisition représente un plaisir énorme. Et voilà. Et de nous, il a besoin que nous soyons là pour lui donner la sécurité. Lui, il fait ses affaires, il intègre le toucher, la vue, la partie motrice. Et voilà, quand il fait tomber quelque chose par terre, oh, c'est marrant. Voilà, il n'a besoin de rien d'autre. Il n'a besoin que de cela.
d'accord? Ils ont besoin d'amour et d'espace de sécurité. Vous les aimez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous les aimez. Oh, ils sont jolis, ils sont mignons. Oui, certains sont mignons, d'accord? Mais la nature s'occupe de rendre l'amour aveugle. Ça, c'est très bien pour la paternité, d'accord? Et quand ils deviennent plus grands aussi, c'est utile. Mais vous les aimez. Et c'est la seule chose dont il a besoin, c'est de l'aimer et de lui donner une sécurité. Il a 5 sens, il doit tous les intégrer pour avoir tous les stimuli. La vue et l'ouïe sont les sens qui mûrissent plus tard, mais parce que les plus importants pour créer le lien, c'est le toucher, l'odorat, d'accord? Et Piaget nous le disait. Il y a des stimuli, etc. Mais il y a un volet dans lequel ils ont besoin de notre aide, parce qu'en plus de se lever, de tenir debout, eh bien, il y a le langage. Et là, la nature ne le leur donne pas. Les enfants ont besoin de stimuli linguistiques. Autrement, le monde ne leur suffit pas, la nature ne leur suffit pas. Que savons-nous? Études publiées dans des familles où il y a des écrans. Et mauvaise nouvelle, écran, ça veut dire télé. Dans les maisons où il y a une télévision, il y a chez les enfants un appauvrissement des stimuli de 1130 mots des parents, 830 évocations de leur part, et beaucoup moins d'interactions par jour. Donc, dans toutes les maisons où il y a un écran allumé, nous avons ça. Soit c'est intéressant pour lui ce qu'il y a à la télé, soit c'est intéressant pour vous, n'est-ce pas? Et vous me direz, oui, mais la télé pour le langage, c'est utile. Eh bien, mauvaise nouvelle en ce sens, parce que les enfants n'apprennent pas l'anglais en regardant des dessins animés. 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je regardais avec mon enfant tous ces dessins animés. Au lieu d'être jeté par terre avec ma fille en train de jouer, et voilà, c'est comme ça. Donc, ce qui ne vient pas d'un adulte est inutile, vraiment, parce qu'il y a l'amour, l'intérêt, l'attention d'un adulte qui sont le plus important pour l'enfant. Parce que sinon, la télé va attirer son attention tout le temps. Et elle arrête le mouvement en plus, d'accord? Et c'est bien ou pas? Donc, vous donnez un écran à votre enfant et je vous rappelle que les enfants dorment beaucoup, ils pleurent aussi et ils n'ont pas beaucoup de temps dans la journée pour interagir avec le monde. Vous lui donnez un écran et finalement, nous avons ce que nous disent les personnes qui travaillent dans les jardins d'enfants. C'est que dans les 5 dernières années, les enfants arrivent au jardin d'enfants qui ne répondent pas à leur nom, qui ont un retard psychomoteur. Et ce sont les personnes qui travaillent dans les jardins d'enfants qui nous le disent. Et également mes collègues, d'accord, qui sont pédiatres et qui s'occupent d'enfants de 0 à 5 ans de santé mentale. Il y a eu comme une sorte d'avalanche de cas à cause d'évaluation du spectre autiste. Ça vous dit quelque chose, non? Le spectre autiste. Et finalement, simplement, beaucoup de mes collègues ont prescrit une abstinence de 2 mois des écrans. D'accord? Donc, revenez dans 2 mois. Et ils faisaient l'évaluation de ceux qui avaient la condition vraiment. Et quand ils voyaient qu'il y avait un problème à cause d'un manque de stimulation, c'est ce qu'ils faisaient. Ils disaient, nous demandons aux parents de retirer les écrans et immédiatement les enfants s'améliorent. Parce qu'ils reviennent à la vie, tout simplement. Donc la théorie nous le dit, la pratique quotidienne nous le dit, la pratique clinique nous le dit, la science nous le dit. Les enfants sont différents. Nous sommes en train de créer une génération différente.
mais pas de la manière dont nous le souhaitions, parce que nous ne leur permettons pas d'acquérir toutes les habiletés qu'ils devraient acquérir. Certaines des habiletés, c'est la gestion des émotions. Dans la gestion des émotions, je pense que nous avons un problème de compréhension. Souvent, on ne comprend pas bien ce que c'est. Et quand nous parlons de validation émotionnelle, les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. La validation émotionnelle, c'est un concept qui a tout un cadre théorique. Moi, je ne peux pas m'accuser parce que j'ai peur de quelque chose. Si j'ai peur des araignées, je ne suis pas peureux. Je ne suis pas lâche. C'est normal que j'ai peur des araignées. C'est ça la validation émotionnelle. C'est que je ne me punisse pas moi-même parce que j'ai peur de quelque chose qui n'est pas dangereux. Si j'ai peur de l'araignée, l'araignée est dangereuse. Non, la validation émotionnelle, c'est que c'est normal que vous ressentiez des émotions, même si elles ne répondent pas à la réalité, et vous devez les gérer. Et on nous parle de tolérance à la frustration, c'est-à-dire, eh bien, faites avec, voilà, c'est comme ça, je me sens mal, eh bien, fais avec, on a tous une mauvaise journée, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la tolérance à la frustration et c'est un entraînement. Et vous tolérez de mieux en mieux les frustrations. Ouais, évidemment, vous ne devez pas prendre votre enfant et faire un entraînement à la frustration. C'est pas la peine. Mais il faut saisir les opportunités d'entraînement de l'enfant face à la frustration, de gestion des émotions. D'accord? Ça, c'est quelque chose que nous devons faire, c'est-à-dire ne pas les aider à ce qu'il n'ait pas besoin d'aide. Donc, hein, vous êtes dans la voiture. Oh, on arrive quand? On arrive quand? On arrive quand? Super, ça y est, c'est déjà un exercice, un entraînement de tolérance à la frustration. Ah, mais je m'ennuie. Tiens, et tout de suite, il se tait. D'accord? Ça vous est arrivé, non? De faire taire vos enfants avec un écran. Vous faites un voyage avec vos enfants, vous leur donnez un écran et ça y est, le voyage est tout de suite plus court. Évidemment, c'était difficile de ne pas tomber dans la tentation de le faire. Que nous disent les études? Si vous faites cela avec votre enfant, quand vous empêchez votre enfant de développer ses stratégies de gestion émotionnelle, c'est pour maintenant et pour le futur. Donc, abuser de la distraction avec les enfants, c'est une mauvaise idée. Si votre enfant vient et vous dit « Papa, je m'ennuie », vous lui dites « Eh bien, fais avec, ça y est. » Oui. Ne le dites pas comme ça. Dites-lui, mais écoute, tu vois, la frustration, tu dois la gérer. Bon, vous pouvez lui dire comme vous le voulez, en fait. Écoute, tout le monde s'ennuie. Vous devez lui transmettre un message de confiance. Mais tu as 5 ans, tu as 7 ans, tu t'ennuies. Ne t'en fais pas. Tu vas bien penser à quelque chose. Vous savez ce que font les enfants, non, alors? Quand vous ne résolvez pas, vous, leur demande, qu'est-ce qu'ils font? Ils activent la machine et ils disent « Bon, allez, va, je vais le résoudre moi-même. » Ils activent l'imagination, la création. Et vous transmettez un message de confiance. Mais tu vas sûrement avoir une idée, parce que pour toi, tout est amusant. Beaucoup de choses sont amusantes. Ils se mettent à le faire double message. En plus de la tolérance à la frustration, vous le stimulez à créer quelque chose. Si, pour se distraire, évidemment, il commence à taper sur son frère, non, c'est pas une bonne solution. Mais sinon, laissez-le faire, parce que tu vas voir, toi, il va déprimer l'enfant s'il s'ennuie. Non, laissez-les, et ils vont commencer à jouer immédiatement. Et ne pas gérer les émotions seulement avec des distractions, parce que nous ne les aidons pas à ne pas avoir besoin d'aide. D'accord, à cet âge-là. Ils ne sont pas cassés. Attention, ils n'ont pas acquis les habiletés. Éduquer, c'est simple si vous assumez que c'est fatigant. En sachant qu'éduquer, c'est fatigant, tout le reste vient tout seul. Parce que parfois,
oh, je suis fatigué, il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Non, et on cherche sur YouTube technique pour éduquer. Eh bien, non. Vous comprenez? On continue. Une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez permis à votre enfant d'être accompagné d'amour, d'avoir envie de faire des choses nouvelles, qui vraiment l'hallucinent et vous hallucinez avec lui parce que vous êtes le meilleur père du monde, que lui prend en charge ce qu'il doit prendre en charge à cet âge-là, eh bien, il faut conserver certaines choses. Le repos, les enfants ne dorment pas pour simplement se reposer. C'est autre chose, le sommeil, c'est les enfants, il y a des processus métaboliques qui grandissent, ils établissent des connaissances de ce qu'ils ont fait pendant la journée, l'activité du sommeil est frénétique, donc ils ont besoin de dormir beaucoup plus que nous. Pas parce qu'ils sont plus paresseux, c'est parce que leur activité pendant le sommeil est énorme. Les enfants, ici à Barcelone, vont dormir à 94% des cas avec un téléphone portable. Non, mais il est responsable, il éteint son téléphone et il dort. Non, d'accord? Le repos, le sommeil est fondamental pour le développement de nos enfants et adolescents. C'est pourquoi ils doivent dormir beaucoup plus que nous. Un adulte doit arrêter 2 heures de consommer un écran pour pouvoir établir le sommeil. D'accord? Ça, je dis ça, je dis rien, quoi. Les adultes, peu importe, en fait, mais les enfants, sachez que c'est important. Les pédiatres, très inquiets par l'obésité, parce que l'obésité a beaucoup augmenté. Et comment ça se fait si nous sommes de plus en plus conscients d'une alimentation saine, etc. Mais ils sont très inquiets. Voici l'évolution des troubles alimentaires des dernières années. Éduquer au bon usage, éduquer au bon usage, éduquer au bon usage. Pourquoi les filles ont plus de problèmes que les garçons? Elles sont plus obèses qu'eux? Elles font moins de sport, oui. Parce qu'il y a aussi le TCA qui intervient. Non, certains sont maigres. Et donc ça compte aussi dans les troubles alimentaires. Et c'est ce qui leur est arrivé avec les incorporations des réseaux sociaux aussi. Nous avons des petites filles de 9 ans qui utilisent des crèmes, qui font des soins faciaux, 9 ans, qui s'inquiètent de leur peau. Évidemment, tout n'est pas mauvais dans les écrans. Attention, il y a quelque chose de bon. Diagnostic de traumatisme attribué à l'activité physique. Les traumatologues sont ravis. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Quelle société censée judicieuse? On n'a plus d'enfants avec les genoux écorchés, les entorses. Et non, c'est pas vrai, ils ne sont pas ravis, c'est le contraire. Non. Il y en a un qui m'a dit non, on a le problème des cervicales maintenant. Et même certains cardiologues qui disent les enfants ont mal au cœur et en fait c'est une douleur musculaire à cause de la position. Non, les enfants ne jouent plus dans la rue, les enfants jouent moins d'activité physique. Donc, ce qui protège les enfants contre la douleur physique leur fait mal au niveau mental. Et en fait, les enfants cicatrisent mieux physiquement que mentalement. Nous avons les psychologues qui sont saturés et les traumatologues qui ne font rien. Donc, il faut donner plus de travail aux traumatologues qu'aux psychologues. Voilà le message. Encore une autre diapo, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui commercialise ça, ne le dites pas et excusez-moi d'avance. Oui, c'est vous. Voilà.
Vous savez ce qui se passe au niveau ophtalmologique? Il y a une étude chinoise faite à l'échelle mondiale. Il y a une épidémie de myopie. L'association Vision de Vie dit que les adolescents souffrent plus de grande myopie qu'il y a 5 ans. C'est la myopie qui dépasse 6 dioptries. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'enfants vulnérables, mais que tous ont eu une perte de capacité visuelle. D'accord? Et la moitié de la population adolescente a cette myopie. Les ophtalmologistes ne savent pas trop que dire parce qu'ils disent que les traitements s'améliorent beaucoup, parce qu'avant ils ne savaient pas traiter les choses qu'ils traitent maintenant. Et parce que pourquoi? Eh bien, parce qu'avant ce n'était pas nécessaire, c'est-à-dire ils traitent des problèmes que l'on ne voyait pas avant dans l'enfance. La Fondation Vision et Vie disent ne donnez pas un écran à votre enfant avant l'âge de 7 ans, directement. La myopie ne va pas vous arriver à vous. Un adulte de 22 ans s'assied devant un écran et passe sa vie devant un écran, eh bien, il ne sera peut-être pas myope. Et la myopie, c'est une maladie de l'enfance. Ça arrive dans l'enfance. Et je vous ai dit que ça s'améliore la partie émotionnelle si vous retirez l'écran. Mais ça, non, par contre, tout ce qu'on perd en vue reste perdu. Et les traitements, maintenant, c'est pour réduire la détérioration. Vous savez, ce qu'on disait, non, si vous regardez de la pornographie, vous serez aveugle. Eh bien, Pocoyo, oh oui, aussi. D'accord? C'est la même chose si vous regardez Pocoyo. Et ça, c'est commercialisé. Ce dispositif est commercialisé. Donc, la Fondation vous dit ne donnez pas d'écran à un enfant en dessous de 7 ans et vous commercialisez ça. Et voilà le résultat. Vous savez ce qui prend soin de la vue? Qu'est-ce qui prend soin du développement visuel? L'air libre. 3 heures à l'air libre, les enfants. Il pleut. Ah, ben écoutez, il pleut. 3 heures dans la rue, eh bien, prend soin de la vue. 3 heures dans la rue, c'est de l'activité physique, c'est 3 heures de jeux interactifs, de jeux synchroniques, etc. Donc, imaginez où se trouvent les solutions dans ce que nous faisions avant. Voilà, tout simplement. Je vous ai parlé de Spitzer, démence digitale, réserve cognitive, image cérébrale. Eh bien, ce cerveau est comme une passoire, mais la personne est fonctionnelle. Comment ça se fait que le cerveau soit si touché, mais la personne soit fonctionnelle? Parce que ce qui est important, ce sont les connexions. Donc, pour expliquer ce phénomène, on vous parle de réserve cognitive. Ça veut dire aussi, à l'enfance et à l'adolescence, je fais travailler ma tête parce que le cerveau ne se remplit pas de stimuli. Il réagit à des stimuli. Il ne se remplit que de travail. Donc, si je le fais travailler, je modifie le cerveau. C'est pourquoi, quand vous expliquez quelque chose à votre enfant, il ne dit jamais « Ah, Eureka, j'ai tout compris ». Lui, pour faire ce que vous lui demandez, il a besoin de modifier ses structures cérébrales et c'est pour ça qu'il tarde à l'acquérir. C'est à partir de la modification des structures cérébrales que fait l'école. L'école ne fait pas d'éducation. L'école fait de la réserve cognitive, de la santé. Parce que si vous remplissez votre réserve cognitive, votre cerveau de travail à l'enfance et l'adolescence, vous vous protégez dans la vie d'adulte contre l'Alzheimer, la démence sénile et la perte cognitive. Plus il y a de réserves cognitives, mieux on évolue dans la vie. Quand l'enfant vous dit à l'école, ils sont bêtes. Pourquoi? Eh bien, il y a l'énoncé là, ils me le font recopier. Pourquoi? Eh bien, si l'énoncé est là, pourquoi je dois le recopier? Hein? Ah, l'enfant est intelligent, non? Et maman, elle est où? Elle est partie courir. Où? Elle est partie courir. Combien de temps? 1 heure. Et qui la poursuit? Non, personne. Elle est allée faire des courses, acheter quelque chose? Non, elle est sortie courir. Courir, simplement pour courir. Pourquoi? Pour s'entraîner.
eh bien, copie l'énoncé, travaille. L'école fait de l'éducation, mais aussi crée de la santé. Regardez ce programme de la chaîne TV13, vous l'avez vu, attrapé par l'écran, super intéressant. Ils font une théâtralisation en direct et ils vous montrent les exigences cérébrales des différentes activités pour que nous puissions le voir, d'accord ? C'est affiché. En haut, vous voyez, jaune, c'est le cerveau qui travaille, rouge, c'est le cerveau qui travaille beaucoup. En haut, c'est quand on met le casque sur l'adolescente, elle ne fait rien, état de relaxation. Je suis détendue. Toute cette partie ici, il la montre parce que c'est le préfrontal, c'est ce que nous sommes, planification, empathie, capacité à comprendre le monde, à prendre des décisions. Ça, c'est l'état de passivité. Dans cet état, les adolescents ne tiennent même pas 15 minutes. Parce que dans cet état, c'est ce que la nature dit. Attention, t'es là, t'es éteint, qu'est-ce que tu fais? Et donc, ils s'ennuient, ils commencent à vouloir bouger. Et ils disent à cette fille, prends ton portable et rentre dans ton profil de TikTok. Et voilà, la fille qui regarde son profil de TikTok. Vous voyez la différence? Vous savez pourquoi vous ne voyez pas de différence ici? Parce que c'est la structure du préfrontal, de ce que nous sommes. Ça, à l'intérieur, dans les zones inférieures, ça a à voir avec les circuits de dopamine. Mais regardez ce qu'elle fait au niveau du préfrontal, c'est ce que nous sommes comme personne. Eh bien, rien. Dans cet état, la fille dit « je m'ennuie, je vais regarder TikTok » et voilà. Là, c'est comme ça. Et elle, en haut, 15 minutes. Et là, vous savez combien de temps elle peut passer comme ça? Vous le savez par votre propre expérience, non? 5 heures. Et voilà. 5 heures de perte d'opportunité. Je m'ennuie, qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai pas de portable, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Je prends un livre de lecture facile. Un livre de maths ou un livre exigeant de philosophie. Non, non, un livre de lecture facile. Regardez ce qui se passe dans le cerveau. C'est pourquoi Desmugé nous dit la lecture crée l'empathie parce qu'elle fait travailler le cerveau, la partie préfrontale. Et en fin de compte, nous voyons un hypofonctionnement préfrontal qui ressemble à la zone préfrontale des toxicomanes avant. Parce que le cerveau ne fait rien. Vous êtes en colère, ça y est? Oui, vous êtes en colère, non? Depuis un certain temps déjà. Alors, PISA dit que c'est de la faute des écrans, et c'est de la démagogie, et celui qui dit qu'il n'a rien à voir, il travaille à Silicon Valley. Voilà les études, et c'est pourquoi en France, il a été interdit d'utiliser les téléphones portables, les dispositifs en général mobiles. Un écran allumé fait baisser la performance académique, ça vous le savez. Vous le ressentez aussi, parce que quand le mobile est là, la lecture même n'est pas fluide, simplement du fait de l'avoir à côté de nous. Steve Jobs disait, nous avons fait des portables si attirants que les gens veulent les lécher, tellement ils sont jolis. Et voilà. Donc, ça c'est exactement pareil. Quand vous avez votre enfant dans une pièce qui fait les devoirs, qui en même temps écoute de la musique et en même temps parle avec ses amis, eh bien, ça ne va pas parce que le multitasking n'existe pas. Nous changeons d'activité en baissant la performance. D'accord? Est-ce que vous avez des doutes ou des questions? Vous êtes fâché? Vous êtes en colère? Vous savez pourquoi un PDF imprimé est mieux compris à la lecture que sur l'écran? Parce que les études le disent. Vous savez pourquoi? Vous le savez? Moi, je ne sais pas du tout. Hein? J'ai du mal à le savoir. Vous avez un PDF écrit sur papier et sur l'écran, vous le distribuez, c'est une étude de l'UAB, et les résultats sont meilleurs quand on regarde sur l'écran.
Et c'est ça, écrire sur l'ordinateur ou écrire à la main, nous savons tous comment ça marche. L'écriture à la main stimule plus le cerveau. D'accord? Quand j'écris dans mon ordinateur, je peux effacer mes idées. Par contre, sur le papier, je dois réfléchir beaucoup plus, localiser mes idées, les mettre sur le papier. D'accord? C'est beaucoup plus complexe. Si vous avez 50 ans, utilisez l'ordinateur, c'est bien. Mais si vos enfants font de la réserve cognitive, ne facilitez pas ce qui devrait être facile parce que ça doit être un défi pour eux. Et ensuite, ils passeront à l'ordinateur. Bruno Patino, un journaliste français, a fait une recherche sur toutes les publications existantes. En 2019, il nous dit « Nous avons détecté une diminution de l'attention, de la concentration, de la patience chez nos enfants. » Vous êtes d'accord ou c'est un démagogue? Vous le voyez dans votre quotidien chez vos enfants? Réduction de l'attention, de la concentration, de la patience chez les jeunes? Oui? Et ça alors? Comment nous le gérons? Parce qu'il y a aussi une réduction de l'étendue des romans et des textes. Et aujourd'hui, de la complexité de ceci. Donc vous prenez le texte que vous avez lu quand vous étiez adolescent, on donne le même texte à votre enfant, vous lui dites « Ah, je l'ai moi aussi, regarde ». Il dit « Oh non, il y a des mots bizarres ici, je veux celui de maintenant ». C'est raisonnable ça? C'est-à-dire, vous voyez que vous touchez l'être humain et qu'il a de moins en moins de comparaison à la lecture et votre proposition c'est « Ah, mais c'est la génération digitale, ils lisent moins maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cela ?» Eh bien, faciliter les choses. Et alors? Bonne idée, non? Oui, oui, bonne idée. Comment faciliter leur vie? Parce que peut-être qu'ils n'auront pas besoin de la lecture à l'âge adulte. Comment faisons-nous pour qu'ils aient leurs propres critères? Les professeurs sont en colère. Et des musées qui disent ce qu'il nous dit quant aux écrans. Et le manifeste de Ljubljana qui dit que si on réduit la capacité de lecture, nous avons aussi une réduction de la capacité d'empathie, de compréhension de la vie et de tous les quotients intellectuels. Celui qui est le plus lié au suicide, c'est le quotient verbal. Parce que maintenant, nous disons aux enfants, non, mais donnez-leur un espace pour qu'ils s'expriment, mais ils n'ont pas de mots. Ce sont des enfants qui aiment les images. Oui, les images sont plus faciles à digérer que les mots, mais les mots construisent des images. Et selon les mots que j'ai, je peux décider les particularités d'une image. Le cerveau génère des images. Ne donnez pas tout mâcher. Parfois, ça nous est arrivé. On lit et on voit seulement des images à la fin. Le cerveau construit des images à partir des mots, mais ça n'a rien avec ce que je peux te montrer. Mais ils comprennent, ils font travailler leur cerveau. Mauvaise nouvelle, hein? Oui. Nous avons des enfants de 8 ans qui ont des frères de 12 ans, et comme il a 12 ans, il a un dispositif mobile et l'enfant de 8 ans n'a plus de frère. Hein, ça y est, son frère a disparu. Nous avons des parents qui arrivent à la maison du travail et l'enfant qui s'ennuie, qui dit « Ah, ils arrivent courant, papa, maman ». Des parents qui disent « Ah, qu'est-ce qu'il veut maintenant ?» Nous avons des parents qui ont l'enfant qui dit « Papa, papa, je suis là. »« Oui, oui, attends. » Et ils ont le portable dans la main. « Attends, hein, je suis en train de regarder Google. » Toutes ces familles sont des familles sensibles quant au fonctionnement du monde, l'économie du monde. Parce que grâce à ses parents, monsieur de Google peut acheter un poney à son enfant. Ça, ce sont des sortes d'égoïstes qui pensent à eux-mêmes et à interagir avec leurs enfants. Et au milieu, il n'y a rien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Au milieu, il n'y a rien. Cette étude est très intéressante. Ils prennent des femmes enceintes de 22 semaines, d'accord? Et ils font un suivi sur 2 ans. Ça s'appelle la technoférence. Vous avez entendu ce mot? L'interférence que provoque l'utilisation de technologies dans la relation avec les pairs. Vous êtes au restaurant avec vos amis et tout d'un coup, vous parlez avec votre ami, il prend le portable et regarde l'écran. Et là, qu'est-ce que tu fais?
Non, je suis en train de ranger ma ferme. Comment ça, la ferme? Eh bien, ça c'est la technoférence. Les enfants, ça leur fait mal, ça, directement. Donc avec les adultes, je m'en fiche, en fait. Vous pouvez utiliser le mobile et les écrans, mais quand vous êtes avec vos enfants, ne les utilisez pas. Qu'ont-ils vu dans cette étude? Que l'interférence ou le fait que je sois avec mon enfant en le privant de ma référence du monde est lié à des troubles chez nos enfants parce que vous ne leur donnez pas cette référence de ce qu'est le monde. Parce que vous n'êtes pas là, évidemment, en plus de la négligence. Et ce sont des troubles d'anxiété. Et ce n'est pas parce que les enfants sont plus anxieux que les parents se réfugient dans la technologie. Non, c'est tout simplement si vous êtes avec votre téléphone pendant que vous êtes avec votre enfant, vous n'êtes pas bien en train de structurer. Quand ils sont à cet âge-là, quand ils auront 15 ans, ils s'en ficheront. Mais on parle d'enfants de 9, 10, 11 ans. Relations avec les pères. Les relations avec les pères, c'est leur nouvelle manière d'être en relation. Si vous voyez un groupe d'enfants en train de regarder chacun son écran, Google est très content. C'est plus facile ou plus difficile d'être en relation avec quelqu'un face à face ou à travers l'écran? Face à face, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Vous savez comment les enfants timides faisaient face à leur timidité? Quelle était leur stimulation pour faire face à la timidité? Une maison qui était le domaine de l'ennui. Ils disaient, bon, qu'est-ce que je fais à la maison? Je vais sortir, ouais, mais j'ai honte. Mais finalement, ils sortaient de la maison. Et vous vous fâchiez avec vos copains et vous restiez à la maison, je ne veux plus les voir. Et 2 heures à la maison, après, vous vous ennuyez et vous sortiez. Et c'est beaucoup plus exigeant d'avoir une interaction face à face que par écran. Si, à l'adolescence, vous devez développer l'empathie et les relations avec les autres, oui, mais ils se sentent plus à l'aise en parlant à travers un écran. Eh bien, à ce moment-là, il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Non, mais il a du mal, il se sent plus à l'aise avec l'écran. Oui, il a un problème. Il a un problème pour avoir des relations avec les autres. Les appels visio. Eh bien, mon écran. Et j'ai une conversation à travers mon écran. Vous savez qu'à partir de ces visios, on perd une capacité d'empathie. Mais les voies du cerveau qui stimulent les relations sont très différentes dans les relations face à face. Donc il y a cette perte d'empathie parce que l'empathie est expérimentale. On ne peut pas l'expliquer. On est en train de faciliter la vie des enfants et je ne sais pas pourquoi. D'accord? Donc solution de Desmuget. Lire, de Haid, jouer. Jouer, tout simplement. Qu'ils soient dans la rue, qu'ils jouent, qu'ils se voient, qu'ils se touchent. Et voilà, imaginez, les solutions sont très faciles. Vous le savez, ce qui rend la rose spéciale, c'est le temps que je lui consacre. Si vos enfants vous disent qu'ils ont 500 amis, inquiétez-vous, ils n'en ont pas. C'est comme si j'avais 500 portes devant moi, j'ouvre chaque porte, mais je ne connais personne derrière. Ils rentrent dans des groupes dont ils font partie rapidement, mais ensuite ils disparaissent. Et vous savez ce qui se passe quand un enfant disparaît d'un groupe? Eh bien, peu importe, dans ces groupes qui sont relationnels à distance. D'accord? Nous, on nous a dit que la connexion, c'est l'attachement. Et non. Ça n'a rien à voir. La connexion, c'est la première partie de l'attachement. Mais s'il n'y a que de la connexion, après, je n'ai pas l'occasion de créer un attachement. Et les enfants ne sont plus avec leurs amis face à face, simplement pour voir ce qui se passe avec leur image sur les réseaux. Ils sacrifient l'attachement.
Et voilà ce qui se passe, le sentiment de solitude, comme nous ne l'avons jamais eu. La connexion et l'attachement sont des choses différentes. Ah, mais il parle tout le temps avec ses copains. Oui, mais comment ils vont avoir envie alors d'être avec eux? Si je parle tout le temps avec mes copains, quand j'aurai envie de les voir? Je n'ai pas d'espace pour avoir envie d'être avec lui, de passer du temps avec lui. Nous étions attachés à nos amis quand nous étions avec eux et quand nous n'étions pas avec eux. Parce qu'à 13-14 ans, des fois, on se fâchait avec les copains et on disait « je ne veux plus les voir ». Mais maintenant, par contre, ils peuvent parler tout le temps, c'est ce qu'on dit. Et non, ils peuvent passer 2 semaines sans se voir en personne. Donc, nous leur avons retiré la capacité de désirer d'être avec l'autre. Mais je veux dire quelque chose à ma copine. Oui, non, mais c'est 9 h du soir, on est en famille. Et tu verras, demain, tu auras envie de le lui dire encore plus. Et ce n'est pas grave. Bonne nouvelle, les seules bonnes nouvelles, pour finir. La famille et l'école sont la solution. La famille et l'école sont les solutions. Il n'y a besoin que de 2 choses dans la famille, qu'ils aient la sensation que quelqu'un se soucie d'eux. Oui, oui, comme tu veux, non, c'est pas valable. Il faut simplement que vous sachiez où est votre enfant à tout instant et avec qui. Savoir veut dire que quand votre enfant part de la maison, vous lui dites « Où tu vas ?» Il va vous mentir. Avec qui? Il va vous mentir. Mais peu importe. Il vous a dit 2 mensonges, mais avec quel message il part? Avec le message que quelqu'un se soucie de lui, s'inquiète pour lui, prend soin de toi. À l'école, pareil. La sensation qu'on se soucie de lui, c'est la seule dont ils ont besoin. Tout le reste, ça va. Mais la sensation que l'on s'inquiète n'est pas... Ça ne veut pas dire s'inquiéter aussi pour sa performance académique, pas seulement pour son état émotionnel. On continue. Ça, vous l'aurez, donc on va le survoler. Éduquer au bon usage, sentiment de solitude, désespoir, l'acceptation des troubles de santé mentale à tous les âges, la dépense en santé mentale chez les mineurs. L'administration n'a pas dit peu importe. Non. J'ai ça destiné et à la santé mentale chez les jeunes et je m'arrête là. Non, non, chaque année, ils ont augmenté ce qui a été nécessaire. Ça, c'est l'évolution de la dépense en santé mentale chez les mineurs jusqu'en 2021. Donc, éduquer au bon usage, Et nous ne partons jamais de zéro. Regardez, jamais. On continue. Non, les couleurs, ce sont les garçons et les filles. Et on ne voit pas le total. Oui, oui, oui. Il y a une raison. Qui reçoit le plus? Toujours. Qui subit le plus? Les filles. Les filles. Les filles sont toujours plus touchées par la santé mentale. C'est toujours les filles qui reçoivent le plus, qui subissent le plus du double. Ce qu'il y avait dans la dépense totale en 2012, du total donc, c'est seulement les filles en 2013. Oui. On le verra ensuite. Nous passerons aux questions ensuite, si vous voulez bien. Donc, j'ouvre un profil Instagram à ma fille, elle ne va pas déprimer tout de suite. Non, elle va déprimer parce que toutes ces choses-là arrivent ensuite. Moins de sommeil, harcèlement en ligne, harcèlement en ligne. Vous savez ce qu'il faut pour faire du harcèlement en ligne?
un écran. S'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de harcèlement en ligne. C'est aussi facile que cela. Et nous les exposons au harcèlement en ligne. Nous réduisons la difficulté de la lecture parce qu'ils ont plus de problèmes pour lire et ils ont plus de problèmes aussi avec la gestion émotionnelle, ils sont moins tolérants à la frustration, mais nous leur ajoutons le cyberharcèlement. Le harcèlement normal, ça ne suffit plus. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a une habileté au-delà de la normale? Personne? Eh bien, bienvenue au club. C'est pas grave, n'est-ce pas? Si vous êtes une personne raisonnable et vous dites « je ne vais pas lever la main », mais si vous êtes là, si vous pensez avoir une habileté au-delà de la normale, ne vous comparez pas sur Internet. Imaginez, si nous, au lieu de comparer nos points forts, nous comparons nos points faibles et nous avons 13 ans. Voilà la conséquence. Et c'est ce qu'on nous dit un enfant de 13 ou 14 ans qui met sur TikTok « j'ai 13 ans et je suis triste ». En moins de 20 minutes, il est dans le terrier du lapin, comme il l'appelle, c'est-à-dire exposé à des autolésions, à des idées de suicide. D'accord? Parce que les gens qui se sentent tristes ont des idées suicidaires. Si une fille a de l'anorexie, vous savez le contenu qu'elle reçoit avec l'algorithme? Eh bien, des contenus liés à maigrir. Donc, on dit à TikTok que l'algorithme est en train de détruire les enfants. TikTok répond, l'algorithme, c'est ce que aiment les enfants, en fait. Vous savez quel est le niveau de satisfaction des jeunes de 0 à 10 par rapport aux idées de mort? 10 sur 10. Eh bien, quand il est dans un groupe pro-suicide, sa satisfaction personnelle est de 10 sur 10. Imaginez. On continue, on continue. Nous avons la causalité, les conséquences directes de l'exposition, c'est cette partie de la présentation, la diminution du temps consacré à des activités de protection et la vie, faciliter la vie. On va essayer de faire vite à partir de maintenant. Voilà, on continue encore. Je m'arrête une seconde ici. Rapport super intéressant avec un échantillon de personnes qui acquièrent son premier téléphone portable à 18 ans. Qualité de vie entre 18 et 24 ans par rapport à l'année où ils ont reçu leur premier dispositif mobile. Si vous êtes là, à 12 ans, plus ou moins, vous savez que ce n'est plus 12 ans, d'accord? Si vous êtes aux États-Unis, c'est 9 ans. Si vous êtes en Amérique latine, 6 ans. Dans certaines parties du nord de l'Europe, 3 ans. Et ça va arriver ici. Voilà le niveau de qualité de vie des jeunes de 18 à 24 ans lié à l'année où ils ont reçu leur premier dispositif. Donc le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos enfants en termes de qualité de vie, à leur plus jeune âge, c'est qu'eux-mêmes s'achètent leur premier dispositif mobile. C'est le premier cadeau que vous pouvez leur faire, que ce soit un garçon ou une fille. À partir de là, chaque anticipation que vous faites dans le fait de leur offrir un téléphone portable, surtout lié à la relation qu'ils ont avec eux-mêmes et avec les autres. Souvenez-vous, c'est d'améliorer la capacité de relation avec les autres, surtout dans ces domaines. La manière dont je configure aussi ma propre identité et ma relation avec les autres. La violence, vous le savez, vous savez ce qui se passe avec la violence. On va passer assez rapidement. Certains concepts psychologiques qui expliquent les phénomènes, c'est la désensibilisation, l'effet de culture et le modelage.
c'est-à-dire qu'ils s'habituent à voir des contenus de plus en plus aberrants. Il y a des professeurs qui attrape les gamins en train de se passer des contenus avec, je ne vous parle pas simplement du pornographie, mais aussi de mutilation d'animaux, c'est-à-dire des choses qui sont vraiment affreuses, des profs qui se mettent à pleurer, vraiment. Et quand ils avaient 8 ans, ils avaient du mal à les voir, mais ensuite le temps passe et ils s'habituent. Donc c'est le fait de s'habituer à la douleur de l'autre. Et il n'y a pas d'empathie qui se crée. Ils s'habituent à voir ce genre de choses. Ils trouvent que c'est normal, c'est ce qu'on fait. Et de plus, ça leur donne des idées. Je vous ai parlé tout le temps de leur dire que s'ils s'ennuient, ils doivent résoudre eux-mêmes. Et il y a aussi d'autres défis liés à tout cela. Regardez, c'est la personne qui a popularisé la résilience. Boris Cyrulnik, vous le connaissez, c'est une référence. Il parle de la résilience. C'est combien je peux supporter les coups. D'accord? Donc les enfants qui reçoivent des coups dans la vie et qui les tiennent bien. Et il dit quand les conditions éducatives protègent les enfants de tout danger, les privent en même temps du plaisir de se lier à ceux qui les protègent. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas placer nos enfants dans une bulle. C'est un piège. La surprotection, c'est un piège. On passe, cet auteur, je ne vous le recommande pas lui comme personne. Je l'aime pas beaucoup. Mais finalement, il parle du terme antifragile et c'est tout à fait judicieux. Si vous faites trop de mal à un enfant, vous le cassez et il peut le surmonter, ce mal, grâce à la résilience. Mais parfois, le mal les rend plus forts. Ce qu'ils peuvent vraiment assumer, ce qu'ils peuvent vraiment supporter. Donc, il vous dit que les parcs pour enfants doivent être suffisamment non sûrs parce que les enfants doivent de temps en temps se faire mal pour être plus forts ensuite. Donc, nous ne pouvons pas attendre qu'il n'arrive rien aux enfants. Autrement, ils seront handicapés pour la vie. Il s'agit de faire des choses à leur mesure, évidemment, et que ce soit des défis assumables. Nous, quand on était harcelés, il fallait courir plus vite, se rapprocher d'un adulte. Voilà, c'était ça. Et on continue. C'est un concept très intéressant en fait. Certains vont un petit peu plus loin. Nous avons le primatologue qui nous dit l'aîné qui tape sur son petit frère, vous vous asseyez avec lui autour de la table, vous lui dites non, tu ne dois pas taper sur ton petit frère. Et il dit ah d'accord, merci. Et il ne le retapera plus jamais. Une conversation raisonnable avec votre fils. Et lui, il dit que ça ne vaut rien, que ça ne vaut absolument rien. Là, il vous dit, quelque part, il y a la partie de l'empathie, de pouvoir savoir comment elles sont. Parce que les primates, quand il y a des jeux un peu violents, il vous dit, votre fils aîné, ce sera de taper sur son petit frère quand le petit le lui rendra. Voilà. Et l'aîné dira, qu'est-ce que tu fais? Et le petit dira, je ne sais pas, ce que tu fais toi depuis 3 ans. Non? Et l'aîné dira, mais ça fait mal. Tu vois? Voilà. Et évidemment, il ne s'arrête pas si vite, ça continue aussi un petit peu. Vous savez ce que fait cette personne ici, ce père avec son fils? Ils doivent surmonter leurs défis, il faut les exposer à leurs défis. Les choses ne doivent peut-être pas être tout à fait sûres, ils doivent être courageux, être fiers. Il doit aller seul à l'école à pied, parce que nous sommes au moment le plus sûr du monde, avec ses 2 petits copains. Il doit être hors de la vue de l'adulte, il doit y avoir des espaces où il n'y a pas d'interaction avec les adultes pour qu'entre eux, ils apprennent à négocier. D'accord? Mais sans qu'il y ait un adulte présent. Donc ça doit être suffisamment peu sûr, mais suffisamment défiant aussi. D'accord? Ceci étant dit,
Que fait ce père ici avec son fils? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui ment. Il le trompe par piété. Il le trompe, il ment à l'enfant. Comment expliquer à un enfant de cet âge ce qui se passe si un adulte ne le comprend pas? Nous devons les exposer aux choses qu'ils peuvent affronter, mais pour le reste, nous devons les protéger. De tout ce qui est aberrant, nous devons les protéger. Donc, la surprotection, ce n'est pas bien, mais il y a une partie que nous devons protéger chez nos enfants. D'accord? Harcèlement réel ici à Barcelone. 1 fille sur 20 souffre d'harcèlement. Cyberharcèlement, 1 sur 4. Ça se multiplie par 5. Harceleurs, multiplié par 4. Donc, votre garçon qui a 9 ans, qui est tout mignon, arrive à la maison super fâché avec son copain, et comme il ne peut rien faire, il parle avec vous, il va se coucher fâché, ça passe pendant la nuit, il revoit son copain, il se réconcilie, et ça y est, c'est fini. Votre enfant arrive à la maison fâché, à 9-10 ans, il a un instrument avec lequel il peut détruire son copain avec lequel il est fâché, et il l'utilise. Voilà. C'est un enfant sage. Tout mignon. Nous nous préoccupons pour la victime et pour le harceleur. Cela ouvre à être harceleur et à être harcelé. D'accord? Ça, j'essaie de réduire le rythme un petit peu. Je ne sais pas si nous devons en parler ou pas. Mais le sexe? Oui? Sociologue des îles Baléares qui étudie les effets de la pornographie sur le comportement de nos enfants. Il nous dit que les relations sexuelles sont liées à un lien sûr, un consensus de pratique et un plaisir partagé. Donc un lien sûr. Ça, c'est une relation saine. Nous savons que l'on ne peut pas réprimer la sexualité des enfants et qu'ils vont devenir aveugles. Non. Et que faisons-nous si nous les informons du sexe avant qu'ils fassent le changement, ou nous attendons à ce qu'ils fassent le changement et nous les accompagnons? Peu importe. Nous, en tant que parents, nous sommes exclus de l'éducation sexuelle. Les agressions sexuelles sur les mineurs, dans les agressions sexuelles, les mineurs imitent ce qu'ils voient dans la pornographie. Taper une fille, ah, c'est normal, ils s'excitent avec ça, et puis ils imitent. La naturalisation des pratiques violentes du porno augmente les possibilités des mineurs d'être victimes d'agressions sexuelles. Il y a une étude et les filles regardent du porno, mais elles regardent du porno pour voir ce que l'on attend d'elles dans ce domaine. Voilà ce que l'on entend de moi. Eh bien non, si elles sont judicieuses, si elles sont censées. C'est pour cela qu'il y a cette réduction des rapports sexuels. Il y a de moins en moins de rapports sexuels parce que, bon, ils peuvent se satisfaire à la maison, donc ils n'ont aucun intérêt à aller chercher à l'extérieur, mais pour d'autres raisons, parce que les garçons, finalement, ont des problèmes d'érection et de désir sexuel à 14-15 ans. Ils prennent du Viagra. Voilà ce qu'on nous dit. Et à 8 ans, entre 15 et 20% des mineurs ont vu du porno. Mais ça veut dire que l'industrie du porno est accessible pour eux parce qu'ils reçoivent les liens qu'ils se passent entre eux et l'industrie du porno est intéressée à ce qu'il y ait des transferts de leurs vidéos. Et peu importe que ça soit vu par un adulte ou par un enfant. Et c'est très, très grave parce que on entend ensuite des messages qui disent « Ah, si tu mets tes photos que tu as sur Instagram dans OnlyFans, tu pourras peut-être gagner de l'argent. » Université de Barcelone, étude de victimisation, Noémie Pereda ici, chez nous.
pour voir les effets de tout cela. La banalisation de la prostitution, parce qu'en fin de compte, nous savons pourquoi la pornographie est gratuite. Qui y a-t-il derrière? Quelle est l'industrie de base de la pornographie? La prostitution. Les enfants regardent du porno et pour 20 €, ils peuvent entrer dans une maison close à Madrid à 14 ans. Voilà ce que nous voyons. La banalisation de la pornographie, de la prostitution. Des filles qui partagent des faveurs sexuelles, mais c'est des attouchements, pénétrations, vidéos intimes, photos, drogue aussi. Et on ne parle pas de classe basse, d'accord? Voilà ce que l'on voit apparemment. Donc, un garçon de 8 ans qui voit de la pornographie, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Ce n'est pas eux qui la cherchent, attention, j'insiste. Et la pornographie est légale. Et les adultes la consomment. Certains adultes la consomment. Et ils ont le droit de la consommer. C'est pour cela qu'elle existe. Oui, on ferme la porte, mais alors, ils peuvent la voir ailleurs. Évolution des décisions judiciaires pour du harcèlement de mineurs par des mineurs. Évolution des autolésions et des idées de mort. Regardez de nouveau, comme partout, nous ne partons pas de zéro, jamais. La digitalisation a augmenté les idées de suicide, les suicides, et pas seulement l'anxiété, les problèmes académiques. Théoriquement, tout cela est là pour nous aider et ce n'est pas le cas. Donc, voici l'évolution des dernières années. Éduquer au bon usage, éduquer au bon usage. D'accord? On passe encore grâce au ministère catalan d'éducation. Et merci d'avoir fait un pas en avant aussi en France. Voici une échelle de risque, de prévention des risques. C'est la plus efficace. Donc, merci à la France et à la Catalogne de transmettre un message et de dire si nous le supprimons à l'école, mais ensuite les parents le leur donnent, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup de sociétés technologiques sont arrivées au foyer à travers l'école. Et donc, on peut faire les choses mieux. Et là, il faut reconnaître le travail qui a été fait. Protégez-moi de ce que je veux. Vous vous souvenez? C'est super intéressant. Protégez-moi de ce que je veux. Et je sais que tout cela, ça les enchante. Rien de mieux qu'un écran. Vous connaissez quelque chose de mieux qu'un écran? 2 écrans. Oui, je sais que quelqu'un l'a dit. 2 écrans. Et mieux que 2 écrans, le fentanyl. Vous avez votre enfant et vous lui faites 1 heure d'utilisation responsable d'écran et ensuite vous le faites lire. Il arrive devant l'écran, dopamine à fond, et vous lui dites lecture. Et vous dites ah, ça lui plaît pas la lecture apparemment. La lecture est bonne quand elle est confrontée à l'ennui. Il y a alors l'effort de la lecture pour ne pas s'ennuyer et on commence ensuite à y prendre plaisir. Les enfants n'aiment pas apprendre à faire du vélo, mais une fois qu'ils font du vélo, c'est le plaisir, c'est la récompense. Parce que maintenant, par contre, ils sont habitués à ce que les plaisirs arrivent sans effort. C'est le plaisir direct. Il y a une proposition plus attirante. Vous avez vu les jeux vidéo? Et mon enfant, il me dit, oui d'accord, la lecture, mais attends, viens un moment, regarde ça. Et si je ne fais pas attention, ça m'attrape moi aussi.
Et on nous dit que tout est impossible jusqu'à ce qu'on ne le fait pas. Donc, accepter ce que nous ne pouvons pas changer, à changer ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous aussi, nous avons nos influenceurs et ça serait bon de le faire. Donc, ne plus avoir peur, c'est un défi que nous avons devant nous. Nous devons faire en sorte que nos enfants vivent comme les enfants des riches. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est gratuit. Nous n'avons pas d'excuses. Ouais. Et il s'agit en fait d'être en colère. Beaucoup d'initiatives, il y a Manifestov, c'est un mouvement brutal. Nous ne sommes pas seuls. On ne les entend, on n'en entend pas beaucoup parler. Mais nous devons faire face à tout cela. Il nous faut le gérer. Merci. C'est votre tour maintenant. Oui, si vous avez des questions, si vous voulez échanger vos doutes, vos commentaires, vos questions avec Francisco. Oui, concernant les appels en visio avec la famille, ma famille est loin et nous faisons des appels en visio et ce n'est pas fréquent, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'inquiète parce que c'est le seul contact qu'ils ont avec la famille. Est-ce que cela peut avoir des effets? Non, aucun. Bon, il faut les faire. Si ma famille est à 8000 km, je fais un appel en visio pour qu'ils voient leurs grands-parents. Et c'est intéressant ce que l'on dit en 2015. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à transformer quelque chose de mieux que rien en mieux que tout. Un enfant peut parler avec ses grands-parents. C'est vrai que c'est beaucoup plus riche pour tous de se voir. Mais si c'est la seule manière de voir les grands-parents, faites-le. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que maintenant, beaucoup d'enfants passent par ça en abandonnant le reste. Je ne pense pas que les enfants ne doivent pas avoir l'accès à la technologie. Attention, la voiture est arrivée et a changé le monde. Et elle est restée. Elle est là. Et tous nos enfants utilisent la voiture. Parce que mon enfant me dit, je veux aller chez je ne sais pas qui vit je ne sais pas où. Et comment on y va? En voiture, hein? Parce que la voiture a changé le monde. Mais la voiture, elle est à moi. Qui conduit la voiture? Moi. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de les faire conduire et au début, ils conduisaient quand ils avaient 12 ans et ils se tuaient, ils tuaient des gens. Donc, ils l'utilisent à travers vous. Vous, avec votre écran, vous faites un appel en visio avec les grands-parents. Ce n'est pas un problème. Moi, ma fille, parfois, me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre et je prends mon téléphone, je consulte et je lui explique. Et elle me dit, « Oh, c'est génial ce que tu m'as expliqué et c'est génial ce que tu as dans la main. » Elle me dit, « Il y a toute l'information là? » Oui, toute l'information. Tu peux accéder à tout? Oui, à tout. Et elle me dit, « J'en veux un? » Oui, quand tu seras grande. Donc, l'accès aux technologies à travers nous, ils peuvent l'avoir. Le problème, c'est si vous dites, je vais lui acheter un portable ou une tablette pour qu'il parle avec ses grands-parents quand il veut. Là, il y a un problème parce que vous achetez le portable pour une chose concrète et ensuite, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et là, c'est une erreur. Et de plus, au cours d'une conférence sur l'écologie, ça a été incroyable. C'est quelque chose qui est insoutenable. Et évidemment, l'ordinateur à la maison, c'est formidable. Mais retirer l'ordinateur de la maison, non. C'est un outil de travail. Spencer
dit que c'est le meilleur outil de travail jamais inventé. Quand on se consacre à faire des analyses de données, vous appuyez sur un bouton et en une seconde, vous avez une analyse statistique incroyable. Donc, c'est un outil de travail absolument formidable, c'est indiscutable. Et ils doivent avoir l'opportunité d'y accéder. Mais tout d'abord, ils doivent se développer comme personne pour ensuite en recevoir tous les bénéfices. D'accord? Donc, j'ai un autre doute pour quand les autres enfants commencent à avoir un téléphone portable, tous à l'école ont un téléphone portable, sauf mon enfant. Comment gérer cette situation? Je ne veux pas lui donner un téléphone portable, mais comment faire un? Eh bien, je vous explique l'expérience qu'ont partagée avec moi les parents. Parce que moi, je l'ai fait à la maison, je ne lui ai pas donné de téléphone portable et mon fils va très bien. Mais ce n'est pas facile. Il faut être une sorte de héros. C'est comme les gens qui n'ont pas la télé à la maison. Oh, l'enfant peut être mis à l'écart, non? Chis, le directeur de la chaîne de TV13, dit qu'à la maison, quand il était petit, il n'avait pas la télévision à la maison. Il est directeur de la chaîne. Donc, que faire? Eh bien, parler avec les parents des copains de mon fils. Je leur dirai, vous avez vu tout ce qui se passe, toutes les données qui ont été publiées, il faudrait peut-être y réfléchir, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, pourquoi je suis là? Eh bien, à cause de Demuguet, parce qu'il m'a fait avoir un sentiment de culpabilité. Et donc, c'est un petit peu faire ça. En fait, si les parents disent « Non, non, moi je veux lui donner son téléphone portable », eh bien, à ce moment-là, vous avez la partie difficile à faire, c'est de ne pas l'exposer. Mais ne pensez pas aujourd'hui, pensez dans 10 ans. Aujourd'hui, votre fils de 24 ans vous dit « Papa, pourquoi tu m'as donné un téléphone portable il y a 10 ans ?» Et moi, sincèrement, je lui dirais « Écoute, je ne le savais pas à l'époque. Je croyais que c'était le futur, que tu serais plus intelligent. Je pensais à tout cela. Mais c'est facile maintenant d'expliquer pourquoi vous le lui avez donné il y a 10 ans. Parce que vous ne le saviez pas. Même s'il te dit « Oui, mais Steve Jobs ne le donnait pas à ses enfants. » Oui, mais moi, je ne le savais pas. Ça semblait une sorte d'anecdote. Mais aujourd'hui, nos enfants de 12 ans, avec tout ce que nous savons, dans 10 ans, s'ils nous disent « Pourquoi vous m'avez donné un portable il y a 10 ans? Tu ne m'aimais pas? » Non? Parce qu'en sachant ce que nous savons, et nous ne le savons pas tous, parce que beaucoup de gens donnent le portable à leur enfant en ayant peur et en lui disant « Fais attention, fais attention, fais attention, c'est dangereux, utilise-le bien. » Et l'enfant dit « Il ne va pas me le donner, non? Et bon, on le leur donne. Ah mais tiens. » Mais nous ne sommes pas arrivés à ça encore, parce qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont super fiers de donner le portable à leurs enfants. Il y a des gens qui économisent pour pouvoir acheter un téléphone portable à leur enfant et ils le leur donnent en pensant « ça y est, tu es comme les riches ». Et non, 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 non. Parce que nous savons que ce n'est pas inoffensif. Nous ne pensons pas que la technologie était inoffensive. Que pensions-nous? Nous pensions à l'époque qu'elle allait nous rendre plus intelligents. Mais maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Faites attention aux questions que vous me posez, parce que je vais vous répondre. Et moi, je ne suis pas comme vous. Moi, quand je pose des questions à mes amis, je sais à qui je dois la poser. Alors, avant tout, merci pour tout le travail que vous faites de diffusion. Je vous suis depuis longtemps, donc merci beaucoup d'être venu. Et par ailleurs, j'ai une question concrète. Quand vous dites donner un téléphone, nous parlons de smartphone ou en général. Nous parlons de smartphone, oui. Oui, parce que vous pouvez donner un téléphone où ils ne peuvent faire que des appels, parce que c'est ce dont ils ont besoin, pour que tu puisses m'appeler s'il t'arrive quelque chose, d'accord?
Donc, ceux de Silicon Valley nous disent, oui, les parents intelligents donnent les téléphones bêtes et les pères bêtes donnent des téléphones intelligents. Et c'est comme ça, parce qu'ils nous ont convaincus que vous pouvez le donner à votre enfant. Oui, mais papa, il faut que je puisse t'appeler au cas où il arriverait quelque chose. Eh bien, tiens, un téléphone seulement pour faire des appels. Et ça, c'est un téléphone qui n'a pas de risque. Parce que vous ne pensez pas qu'il va vous appeler sans arrêt. Non, non, ne vous en faites pas, il ne va jamais vous appeler. C'est sûr. Mais un petit peu pour qu'il n'ait pas d'alibi. Oui, parce qu'ils vous disent ah, je pourrais t'appeler comme ça. Mais tiens, un téléphone où tu peux seulement faire des appels et il ne va pas le vouloir. Le problème, c'est qu'ils ne le veulent pas. Voilà, c'est ça justement le problème. Eh ben oui, évidemment. C'est pour ça, ils n'ont plus d'alibi. Oui, comme ça, je peux t'appeler. Ben tiens, un téléphone où tu peux m'appeler. Non, mais je ne le veux pas. Oui. Essentiellement, c'est pour les appels ou au cas où il passerait quelque chose. Oui, ça existe, les téléphones où on ne peut faire que des appels à l'âge de 12 ans. C'est bien. À 10 ans, même si l'enfant va tout seul à l'école, qu'il ait un portable où il peut faire seulement des appels, c'est bien. En plus, ça leur fera honte. Non, ce que je veux, c'est que tu m'achètes un smartphone. Et après, on peut le rendre bête, le téléphone, qui est intelligent. Oui, et par rapport au problème des groupes WhatsApp, je suis absolument contre, mais il y a beaucoup d'enfants. Mon fils fera bientôt 12 ans. Et le problème, c'est toujours, oui, mais les autres, ils sont déjà dans un groupe WhatsApp, et c'est comme s'il était exclu. Et c'est difficile. J'essaie de lui faire comprendre qu'il aura le temps ensuite, plus tard. Mais eux, vraiment, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Moi, ma fille aînée pleurait quand elle m'a présenté l'autorisation à signer pour qu'on lui donne le Chromebook. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que maintenant, il faut être courageux parce que nous savons que 70% des parents sont d'accord avec ce qu'a dit l'Europe il y a 13 ans, ne pas donner un dispositif avant l'âge de 16 ans. Et que fait l'école? Elle le lui donne. Donc on ne peut même pas éduquer comme nous voulons éduquer. C'est illégal qu'un enfant de 12 ans ait WhatsApp. C'est illégal. Pourquoi c'est illégal? Eh bien, c'est comme vendre de l'alcool, parce que c'est un danger. Parce que quand la police va aux écoles, c'est justement parce qu'il y a des partages de liens pornographiques sur des groupes de WhatsApp entre enfants. Et des cas de harcèlement. C'est comme les enfants LGTBI. Ils sont en train de les détruire, de les harceler. Tu es à l'école. L'école a été courageuse et ils ont assuré que ce soit un espace d'équité. À l'école, on ne t'envoie pas de WhatsApp. Tu parles, tu es en cours, tu es à la récré. Maintenant, tu es à la maison. Et joue avec tes frères et sœurs, joue avec moi. Oui, mais ils vont dire quelque chose et je ne le saurai pas. Mais 90% de ce que disent tes amis, c'est des bêtises. Voilà. Oui, mais c'est pas vous n'avez pas des conversations type Schopenhauer. Donc, parlez avec eux et ensuite vous vous y mettez. Et c'est des conversations qu'il faut avoir avec les enfants. Mes enfants, c'est comme les tiens. Ils ne l'auront pas et ils sentiront qu'ils sont exclus. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils vont déprimer? Non. Ce n'est pas être technophobe. Attention. Mais tous les vendredis soirs, par exemple, moi, avec mes enfants, on regardait un film de leur âge et je vois ce qui se passe avant le film, je vois ce qui se passe pendant le film, et c'est triste.
parce qu'ils se disputent 5 minutes pour voir quel film ils regardent et ensuite ils s'endorment. Et je pense, oui, c'est peut-être une détérioration du lobe frontal, mais en fait, je me dis, ouais, ça c'est des stratégies. Et c'est comme si on me dit, combien je peux fumer de cigarettes par jour? Eh bien, ne fumez pas. Oui, mais je fume 5 cigarettes, c'est mieux que 20, non? Oui, mais ça, vous le savez. C'est pourquoi vous venez me le demander. Vous ne voulez pas que je vous donne un conseil vous disant de fumer. Donc, ce que font mes enfants quand ils sont devant un écran, et je pense à ce qu'ils feraient s'ils n'étaient pas devant un écran. Et le fait d'être devant un écran, c'est perdre quelque chose. Maintenant, je ne mets plus un film tous les vendredis soirs. La question, en fait, c'est s'ils ne font pas cela, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais pendant qu'ils dînent ou pendant que je prépare le dîner, non, il faut un petit peu plus de bruit s'ils ne sont pas devant l'écran. Je prépare le dîner. S'ils ne sont pas devant un écran, il y aura du bruit, et bien c'est pas grave. C'est comme les... D'accord? 7 niveaux de plainte. Ah, d'accord, je sais de quoi il se plaint. Ça, c'est un jouet. D'accord, vous différenciez les différents cris, non? Les différents pleurs. Selon l'intensité du pleur, vous y allez pas. La peur qu'avaient les directeurs d'école quand nous avons vu que les enfants passaient la récré devant des écrans. Oui, mais ça sera une révolution qui viendra de l'école et ils l'interdisent. Et à la première récréation, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Eh bien, jouer. Jouer. Évidemment, ils avaient de la chance parce qu'on leur a dit, le portable, c'est fini. Moi tout seul? Non, tous. Ah, d'accord. Oui, là, c'est pas grave, hein, voilà. Ces initiatives sont formidables. Téléphone interdit. Ouais. Comment tu vas nous enlever le téléphone? Non, pas toi, tous. Ah, d'accord. Et ça nous aiderait énormément. Et beaucoup de professeurs sont soulagés aussi. Si nous avions une législation qui nous dise ça fait mal aux enfants, c'est interdit, ça serait une aide énorme. Mais ce n'est pas la solution. Comment ça, ce n'est pas la solution? Là, il n'y a pas une solution unique. Dans rien. On interdit l'alcool aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans. Ça a servi à quelque chose, cette interdiction? Oui, parce que au moins, vous avez sur quoi vous basez. Oui, mais on sait qu'il y a certains parents qui achètent l'alcool à leurs enfants pour qu'ils boivent de l'alcool de qualité parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont boire de l'alcool. Oui, mais c'est quelque chose de mauvais qu'ils font pour leurs enfants. En fait, nous pensons, oh, il va être marginalisé. Toutes ces personnes qui promeuvent l'usage responsable, je les enverrai à Silicon Valley pour qu'on leur explique. Parce qu'en fait, ils font quelque chose de cruel pour leurs enfants. J'ai répondu à votre question. Je ne sais pas, je suis fatiguée, je ne sais plus si je réponds. Oui, merci. Disculpa, Francisco, aquí. Oui, Francisco, merci. Je ne te vois pas, voilà. Je vais essayer de faire court, je sais que tu es fatigué. Merci pour la présentation qui est très utile, vraiment. Nous avons besoin de ce genre de message sur un sujet qui nous touche tous, et de plus, nous ne pouvons pas en parler avec les générations précédentes. Quand ma fille est née, j'ai acheté un livre, Enfants déconnectés, de la Dr Klim, en Angleterre. Il y a combien? Il y a 10 ans, environ. Ouais, elle a dû se faire démonter, non? Eh bien, c'est ce que je voulais dire, justement. La conclusion, c'est qu'elle disait que son enfant, elle démontrait que l'important, c'était que les adultes accompagnent les enfants
au point que son fils de 8 ans avait un portable et l'important d'après elle, c'était accompagner. Donc elle ne s'est pas faite démonter. Elle a dû recevoir du financement même. Et c'est tout à fait aligné. Elle a dû être bien vue. Et le problème là, c'est, on te dit, le point clé, c'est accompagner ton enfant. Et tu dois être avec lui tout le temps. Et tu dis, là, tu veux un double consommateur, non? Si on te demande d'être tout le temps avec ton enfant, on te dit tu dois accompagner tout le temps ton enfant. Si ton enfant doit être accompagné tout le temps par un adulte, non, ce n'est pas ça, parce que l'enfant doit faire son processus d'autonomie dont on a parlé, les responsabilités. Donc toi, tu dois garantir que l'espace est suffisamment sûr, mais pas trop sûr. Si on te dit d'être tout le temps avec ton enfant, ce n'est pas bon. Donc, si vous pouvez être tout le temps à côté de votre enfant, en train de regarder l'écran qu'il a dans ses mains, vous pouvez lui offrir ce que vous voulez. Mais si vous devez travailler, faire le dîner, etc., là, non. Merci. C'était très intéressant. Une question pratique. Nous pouvons être certains ambassadeurs de tes messages. Est-ce que tu as des brochures, cette présentation même, que nous puissions montrer? Oui, cette présentation est pour vous. Beaucoup de parents me disaient, oui, mais comment j'explique ça à mes enfants? Parce que moi, je ne veux pas parler avec des enfants, parce qu'il faut parler avec les parents, je pense. Mais les parents me disaient, oui, mais si je lui dis non, je dois lui expliquer pourquoi. C'était il y a 1 an et demi, on me le demandait. Et donc, j'ai créé ce livre. Sans écran, c'est mieux. C'est une explication simple, sans parler de pornographie, etc. Voilà. Mais qui explique au niveau des enfants. Et il y a des brochures petites qui résument les chapitres qui existent. Donc, c'est tout à fait disponible. Vous avez dû y accéder, peut-être, c'est tout à fait gratuit pour les différentes idées. Et il y a beaucoup d'informations. Ici, vous avez beaucoup d'informations avec les références. La présentation est pour vous. De toute façon, il y a beaucoup de matériel. Il y a les références des documents, le manifeste OFF, comment s'adresser aux écoles aussi pour expliquer les risques, parce que beaucoup des professeurs ne le savent pas non plus. L'Agence espagnole sur la protection des données a émis un rapport il y a 3-4 jours, parce qu'elle dit aux directeurs des établissements scolaires, nous sommes en Catalogne, vous avez l'autorité et les mineurs sont de votre responsabilité et vous êtes en train d'ouvrir un espace au numérique qui n'est pas sûr et qui extrait leurs données. Vous devez être responsable de la sécurité. Donc il y a beaucoup de documentation. Ici, vous en avez beaucoup. Beaucoup. Les enfants peuvent le lire? Celui-ci à partir de 9 ans. Et à 15 ans, ils penseront que c'est un petit peu enfantin, mais à partir de 9 ans. Et vous pouvez faire de la lecture partagée aussi. Ce n'est pas fait pour séduire les enfants. C'est fait pour leur transmettre le message. Celui-ci, c'est celui des conséquences, comme des musées qui fait l'usine de crétins digitaux. Et ensuite, il vous publie un livre où il y a des solutions. Ça, c'est un outil ici pour qu'ils comprennent pourquoi papa ou maman ont pris cette décision. C'est de la non-fiction pour enfants. Ce n'est pas pour qu'ils voient qu'il y avait un escargot, qui ceci, cela. Non,
C'est un livre qui explique voici les risques et voilà pourquoi papa et maman voilà, ne te donnent pas ce dispositif. J'ai une question sur les jeux vidéo et les films. Par exemple, si je ne donne pas de jeux vidéo à mes enfants, ils entrent en crise. On leur dire non, c'est fini le jeu. Alors là, c'est la grosse crise. Non, mais tes enfants sont normaux, hein, attention. Hein. C'est qu'ils sont bien faits pour ça. Oui, ils sont très actifs. Aussi, quant au changement émotionnel, c'est toujours des cris, des pleurs. Et qu'est-ce qu'il te faut? Je voudrais savoir si les jeux vidéo aussi sont très négatifs. Oui, tu me le dis toi-même. Oui, ils s'insultent, ils se crient dessus. Combien de cigarettes? Oui, moi je suis psychologue clinicien. Moi je ne peux pas te recommander les écrans parce que je n'ai jamais vu aucun bénéfice en fait. Il y a plus d'irritabilité, instabilité et de plus il faut penser à ce qu'il ferait s'il n'était pas devant l'écran. Si mon fils entre en crise parce que je lui enlève son jeu vidéo, j'ai pas besoin de plus d'informations. C'est comme ça. Oui, il a des crises très dures. Oui, et alors? Oui, d'accord, c'est comme fumer, c'est pareil. Hein? Je ne peux rien te dire d'autre. Je ne peux pas te recommander que de les laisser jouer. Oui, c'est comme les smartphones, en fait. Oui, mais attention, ne confondons pas les choses. Moi, je parle d'écran. Je vous parle d'écran. Et je vous ai parlé de la réduction de la richesse linguistique, et c'est seulement avec la télévision allumée qui empire les relations entre les parents et les enfants, quoi qu'il y ait à la télévision. Parce que, quel que soit le type de choses qu'il y a à la télévision, ça va capter soit votre attention, soit l'attention de l'enfant. Donc, si vos enfants n'étaient pas en train de jouer aux jeux vidéo, que feraient-ils? Ils feraient d'autres choses. Oui, et peut-être qu'ils finiraient chez le traumatologue, mais ça sera plus riche que ce qu'ils font tant qu'ils sont devant leurs jeux vidéo. Et le 3D ne s'améliore qu'à partir de 12, 13, 14 ans. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il y a un bénéfice parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui les change en mieux. Mais non, ce n'est pas le cas. Parce que parfois, ils essaient les sociétés qui produisent ces jeux vidéo vendent qu'il y a une stimulation pour l'enfant et c'est un leurre. C'est un leurre. Et parce que si de plus, ils s'énervent, ils s'irritent, et ensuite, il y a une crise si tu leur enlèves le jeu vidéo. Non, c'est pas bien. Désolé. Je vous ai dit que j'allais vous répondre vraiment ce que je pense. Désolé, nous n'avons plus de temps pour les questions. Nous devons libérer l'espace maintenant. Vous avez le contact de Francisco. Vous pouvez nous envoyer vos questions, suggestions pour d'autres conférences qui vous paraîtraient intéressantes. Nous en aurons une prochainement sur le sport et l'importance du sport dans le développement des enfants. Donc, merci Francisco de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Ça a été très intéressant et très inspirant. Nous avons des devoirs à faire. Et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci.